album que vous avez peut-être déjà vu, vous découvrirez également sur un des stands. Et Robin Walter, qui a réalisé Gazette Dora maintenant et Demi-Fond, il s'appelle hommage, donc archiviste au Musée de la Résistance nationale. Et je travaille plus spécifiquement sur la manière dont la résistance a été transmise par l'intermédiaire de la bande dessinée de l'occupation jusqu'à nos jours. Pourquoi considère-t-on maintenant que la bande dessinée, et particulièrement celle qui est dans la période immédiatement à la Libération, est aussi un témoignage historique? La résistance a parfois produit des traces sous forme de bande dessinée. Très peu, parce que la majorité sont des dessins et également des journaux illustrés, mais la résistance en a produit. Alors rapidement, à la Libération, on a une profusion de bandes dessinées sur le sujet, particulièrement à partir de 1946 où justement les problèmes de contingentement de papier sont moins fréquents. Donc les illustrés pour la jeunesse, les rédacteurs en chef obtiennent beaucoup plus de matériaux, notamment du journal et de l'encre. L'encre était une matière extrêmement précieuse à l'époque. Et là, dans chaque journal, par exemple, le magazine Tarzan, vous imaginez un magazine où on a l'histoire de Batman, l'homme chauve-souris, on a l'histoire de l'homme singe Tarzan, et il y a une rubrique chaque semaine qui s'intitule « Mort pour que vive la France », dans laquelle on a justement des parcours de résistants, de civils, et des parcours de déportés aussi. D'ailleurs, Tarzan publie également des histoires, alors plus ou moins, ce sont des fictions sur la résistance dans les camps, mais à l'époque, on mélange camp de concentration, camp d'extermination, il n'y a pas vraiment de différence. Et il faudra attendre des années avant que des auteurs se penchent sur le sujet de manière plus historique et essayent d'utiliser le témoignage aussi. En fait, c'est amusant parce que pendant ta présentation, Xavier, j'étais pas encore née dans les années tout de suite après la guerre, mais n'empêche que j'ai lu Vaillant par la suite, puis Pif, et je lisais entre autres le Grêlé 713, qui est donc une histoire de résistance, mais qui se déroule dans les maquis. Je précise ça parce que la résistance dans les villes, et en particulier à Paris, est d'une toute autre nature. Donc ça a peut-être été ça mon premier contact avec la résistance. Donc pourquoi la bande dessinée? Parce que justement pour un gamin, ça peut être le premier contact qu'on a avec quelque sujet que ce soit. Mais qu'est-ce qui t'amène, toi, à raconter Mon grand-père. Mon grand-père, par contre, lui a été déporté en tant que résistant. Je me suis intéressé à l'histoire de mon grand-père et voilà, passionné d'histoire. Voilà, dès qu'il a ouvert un peu les vannes, j'ai eu envie de tout remettre dans le contexte, de tout remettre sa propre histoire dans la grande histoire, en tout cas de ce que j'en connaissais. Quelqu'un me propose de m'emparer à mon tour de cette histoire, à nouveau, je ne pouvais dire que oui. Même si, dans le même mouvement, j'ai eu une espèce d'appréhension en me disant « Ah là là, quel sujet difficile !» La résistance, il y a eu tellement de films, il y a tellement de documents, donc c'est un sujet écrasant. Parce que la question qu'on se pose, et je pense que ça a été pareil pour toi, Robin, c'est comment être juste. Je vous donne un exemple. On sait qu'ils habitaient rue des immeubles industriels, qui est une rue dans le 11e arrondissement près de Nation, qui n'a pratiquement pas changé, qui est une rue avec tous les immeubles identiques et des ateliers au rez-de-chaussée. Je suis allée prendre des photos, moi je suis parisienne, donc c'est assez simple. En plus j'ai grandi dans ce quartier, donc étant gamine au début des années 60, je sais que les choses n'avaient pas tant changé que ça en 15 ans. Mais malgré tout, quand il a fallu que j'imagine à quoi pouvait ressembler l'intérieur d'un couple d'immigrants polonais juifs, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils avaient chez eux, ces gens? Est-ce qu'il y avait des signes religieux, par exemple? Est-ce qu'il y avait des signes... je vois madame qui fait non. En effet, j'ai pris ce parti. J'ai pesé le pour et le contre. Je me suis dit, c'était des progressistes, ils étaient sans doute athées.
il n'y avait sans doute pas de signe religieux chez eux. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y aurait pas pu avoir un signe, une nostalgie quand même, parce que quand on s'exile quelque part, on a peut-être des traces, des objets familiaux, et au fond, et puis non, je me suis dit non, pas de chandelier à 7 branches, rien de tout ça. J'ai été très neutre. On pourrait me reprocher d'avoir fait ce choix, parce que ce choix, je l'ai fait sans savoir. Vous voyez, je l'ai fait par déduction. Ça a été vraiment une réflexion, mais intense. J'en ai beaucoup discuté avec Laurent qui m'a dit « Je n'en sais rien, en fait, tu me poses une colle. » J'avais pas pensé à ça. Je dis « Mais Laurent, il faut que je décide, moi. Toi, tu écris sur le papier, ils sont dans la pièce, machin. Moi, qu'est-ce que je mets dans cette pièce ?» J'ai rencontré tout un tas d'autres déportés, voilà, j'ai pu comparer, avoir beaucoup d'échanges à ce niveau-là, mais même pas seulement avec les déportés aussi. J'ai eu pas mal d'échanges avec des jeunes Allemands, donc de ma génération, et puis j'ai constaté évidemment toute la difficulté qu'ils ont à gérer le poids de cette histoire. Voilà, il y a même eu une rencontre avec un ancien SS. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'ont nourri avant de me dire clairement qu'il fallait que je rencontre tout ça en bande dessinée. Élise Couzins, qui était donc la petite cousine de Marcel Reimann, qui apparaît d'ailleurs dans l'album, elle naît pendant la guerre et on la voit tout bébé à la fin de cette petite fille là, qui joue avec son cousin. Et donc, au moment de la sortie du film de Guy Didian, Élise Couzins-Friedman a été assez choquée par la manière dont son cousin Marcel Reimann était traité dans ce film. Bon, moi, je n'ai pas vu le film, donc je n'ai pas d'opinion sur la question. Et elle a écrit une lettre ouverte au Monde, au journal Le Monde, pour dire que, une chose était la licence poétique, comme on dit, que certes un réalisateur ou un écrivain pouvait prendre une certaine liberté avec des faits historiques, mais que de là à présenter son cousin Marcel Reimann comme un excité de la gâchette qui sortait son pistolet à tout et hors de propos, ce qui était totalement invraisemblable, puisque les résistants en ville n'avaient pas d'armes sur eux, contrairement aux maquisards. Et je crois aussi que le film prêtait une aventure avec la fameuse Lucienne qui a trahi, qui aurait été celle qui a trahi le groupe. Donc, Élise Couzins a pris ça assez mal, ce qu'on peut comprendre. Et je crois que c'est grâce à cet incident que Laurent Galandon a eu connaissance de son existence et a pris contact avec elle. Et donc, dans un premier temps, elle n'était pas très enthousiaste à l'idée qu'il y ait une bande dessinée en plus sur Marcel, on peut la comprendre. Et là, je pense que si Laurent est arrivé à gagner la confiance d'Élise, c'est que vraiment il a montré que sa démarche serait honnête. J'ai découvert l'histoire particulièrement de ce camp de Dora qui, comme vous le savez, a été volontairement laissé dans l'ombre par tous les alliés qui ont récupéré les savants, les créateurs des fusées V2. Donc voilà, j'avais envie de remettre en lumière ce camp, et donc notamment à travers l'histoire de mon grand-père. Mais c'était le point de départ. Je raconte ici le parcours de 5 personnages. Et il y a aussi celui d'un autre déporté. J'ai très vite compris que tous n'avaient pas eu la même expérience de leur déportation. Et puis j'ai aussi le regard allemand, avec le regard d'un scientifique qui fait écho von Braun et compagnie. Et puis aussi j'ai le parcours de 2 SS. Et là, l'idée c'était évidemment de comprendre un peu les mécanismes des régimes autoritaires, et puis de rappeler ce qui me semblait beaucoup plus pertinent, ce qui me semble toujours beaucoup plus pertinent, de rappeler qu'à la base, voilà, évidemment, les SS étaient des hommes comme nous, donc essayer de comprendre comment on en arrive là, je trouvais ça assez pertinent, et notamment d'aller expliquer ça à la jeunesse d'aujourd'hui, dans le climat d'aujourd'hui. Ça a évidemment toute son importance.